Landres portait un manteau gris ce printemps-là. L'année était 1816, et la pluie tombait comme des excuses que personne n'avait demandées. Elle tombait sur l'ardoise mouillée de Mayfair. Elle tombait sur les balustrades noires et les marches balayées. Elle tombait sur les portes sobres qui ne disaient rien des gens qui vivaient derrière. La maison Brookhaven se dressait à l'angle de la place. Elle était haute, pâle et très silencieuse. Les fenêtres reflétaient le ciel et gardaient leur secret. Une maison comme celle-ci n'avait pas besoin d'élever la voix. Chacune de ses briques respirait la richesse. Et tout Londres le savait. La veille au soir, dans 2 petites pièces, au-dessus d'une boutique de chandeliers, une famille avait décidé qui irait. Ce n'était plus vraiment une famille. Il y avait un père, une fille et le fantôme d'une mère entre eux. Là où se trouvaient autrefois les meubles, il y avait maintenant une montagne de dettes. Les pièces sentaient le suif de la boutique d'en bas. Elles sentaient l'humidité des murs. Une seule bougie brûlait, car 2 bougies étaient un luxe dont ils avaient appris à se passer. George Radthorpe était assis près de l'âtre froid, une lettre à la main. Il n'était pas un vieil homme. La ruine l'avait vieilli avant l'heure. Ses doigts tremblaient. Il tremblait depuis des mois. Depuis que la mine qui devait les sauver s'était révélée n'être qu'un trou dans le sol, avec un mensonge au fond. « Je devrais y aller moi-même, dit-il pour la 3e fois. C'est ma dette, c'est ma honte. Un homme devrait porter sa propre honte jusqu'à cette porte. Vous ne pourriez pas monter les marches, papa, dit doucement Evelyn. Vous savez bien que vous ne pourriez pas. Elle raccommodait un gant à la lueur de la bougie. Elle raccommodait tout, maintenant. C'était moins cher que d'acheter. Ses mains étaient agiles, et ce travail lui donnait une contenance pendant que son père pleurait, ce qu'il faisait souvent, et en silence. Cela lui brisait un peu plus le cœur à chaque fois. Il ne recevra pas une femme. Son père dit, « Les ducs ne reçoivent pas les femmes qui viennent pour de l'argent. Alors il ne me verra pas. Je rentrerai à la maison, et nous ne serons pas dans une situation pire que ce soir. » Evelyn coupa le fil avec ses dents, mais il pourrait. Une dette est plus facile à pardonner quand une personne se tient devant vous et prononce le mot. L'argent sur une page, ce ne sont que des chiffres. Une personne est une personne. Je serai cette personne, papa. Laissez-moi être cette personne. Son père la regarda un long moment à la lueur de la bougie. Il vit peut-être ce qu'il avait eu trop peur de voir depuis 3 ans. Sa fille, simple et discrète, était devenue, au milieu de la chute de leur maison, la chose la plus solide qui tenait encore debout. « Ta mère y serait allée, dit-il enfin. Elle n'a jamais eu peur d'une grande porte. »« Non, dit Evelyn, elle n'en avait pas peur. » Elle jeta un regard à la bourse gris doux posée sur le rebord de la fenêtre. C'était la bourse de sa mère, celle qu'elle avait transportée dans chaque pièce misérable. Elle n'en dit rien. Certaines choses ne se disent pas, elles se portent. C'était donc décidé. La fille irait. Elle avait toujours été celle qu'on envoyait. Envoyée chez les voisins pour demander leur patience. Envoyée dans les boutiques pour supplier d'attendre une semaine de plus. Envoyée toute sa vie, porter les besoins de la famille aux portes d'inconnus. Parce qu'une fille simple à la voix assurée peut aller là où un homme fier ne peut pas. Elle avait fait la paix avec cela. Elle avait fait la paix avec beaucoup de choses. Elle ne dormit pas beaucoup. Allongée dans le noir, elle écoutait la respiration irrégulière de son père à travers le mur mince. Dans sa tête, elle répétait les mots qu'elle dirait à un duc qu'elle n'avait jamais vu. Sur cette place, par ce matin gris, arriva une jeune femme à pied. Elle n'avait pas de parapluie. Elle avait choisi de ne pas dépenser la pièce nécessaire. Son manteau avait été de bonne laine autrefois. Maintenant, l'ourlet était sombre d'humidité, et les poignets étaient retournés pour cacher l'usure. Elle marchait comme si elle avait répété sa démarche. Peut-être l'avait-elle fait. Son nom était Evelyn Radthorpe. Elle avait 24 ans, et on l'avait envoyée. Elle s'arrêta en face de la grande porte et la regarda. La pluie glissait sur le bord de son chapeau. Elle ne se pressa pas. Elle avait appris que la hâte rendait une personne plus petite, et elle était déjà bien assez petite aux yeux d'une maison comme celle-ci. Alors elle resta là, elle respira, et elle laissa la peur s'installer là où elle ferait le moins de mal. Dans sa main, elle tenait une lettre. Elle était pliée très petite. Elle mentionnait une somme d'argent que sa famille n'avait pas. Et elle nommait l'homme à qui cet argent était dû. Cet homme vivait derrière la porte pâle. Il était le duc de Brookhaven. Et Evelyn n'avait jamais vu son visage. Son père aurait dû venir. Son père ne pouvait pas venir. Il n'avait pas quitté sa chambre depuis 9 jours. Et quand il en sortait, il pleurait. Et un homme en larmes ne peut pas s'incliner assez bas pour plaire à un créancier. Alors la fille avait mis le bon manteau, prit la lettre et dit qu'elle irait.
Vous devez être douce avec lui, lui avait dit son père, en parlant du duc. Vous ne devez pas discuter. Vous devez lui demander d'être patient. C'est tout ce qu'il nous reste à demander. Je sais, papa, avait-elle dit. Elle traversa la place. Les marches étaient propres sous la pluie. Elle les monta. Elle souleva le heurtoir, qui était lourd et froid, et le laissa tomber une fois. Le son entra dans la maison et n'en revint pas. Un laquais ouvrit la porte. Il était jeune, poudré et parfaitement indifférent. Il regarda son ourlet mouillé avant de regarder son visage, et quelque chose dans son propre visage se ferma. « Les livraisons se font à la porte de service, dit-il. Je ne suis pas une livraison, dit Evelyn. Sa voix sortit plus assurée qu'elle ne l'avait craint. C'était une petite grâce, et elle la prit. Je suis venue voir le duc de Brookhaven, poursuivit-elle. Mon nom est mademoiselle Radthorpe. Il ne le connaîtra pas, mais je crois qu'il s'attend à l'affaire que j'apporte, sinon à la personne. Le laquais la jaugea. Elle le regarda faire. On l'avait beaucoup jaugé dans sa vie. Elle s'était forgé une carapace pour cela, bien que cette carapace fût plus mince qu'elle ne voulait le prétendre. Sa grâce ne reçoit pas de visiteurs sans carte, dit le laquais. Alors j'attendrai, dit Evelyn, jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien annoncer mon nom. Je suis très patiente, et je suis déjà trempée. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas aggraver la situation en me laissant ici. Pour la première fois, le jeune homme regarda son visage et non son ourlet. Il y trouva quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il était trop bien entraîné pour montrer ce que c'était. Mais il recula, la laissa entrer dans le hall à l'abri de la pluie et partit se renseigner. Le hall était en marbre et froid. Un grand escalier montait dans l'ombre. Il y avait des peintures d'hommes morts en beaux manteaux, tous un peu déçus. Evelyn se tenait sur le sol noir et blanc, dégoulinante. Elle essayait de ne pas regarder les peintures, car elle la regardait. Elle attendit longtemps. Elle avait dit la vérité sur sa patience. Ce n'était pas une vertu, c'était une habitude construite au fil des ans, comme une pierre dans une rivière qui devient lisse. Quand on est la fille simple, la cousine pauvre, celle qu'on envoie, on apprend à attendre. On apprend que l'attente est une sorte de pièce dans laquelle on peut vivre. Finalement, une femme descendit l'escalier. Elle était âgée, droite, et vêtue de gris colombe sans le moindre ornement. Ses cheveux étaient blancs, et ses yeux très clairs. Elle descendit lentement, une main sur la rampe, et elle regarda Evelyn, tout le long de la descente. Pas méchamment, mais sans prétendre qu'elle ne la regardait pas. « Vous êtes la fille Radthorpe, dit la femme en arrivant en bas. Je suis mademoiselle Radthorpe. Oui, je suis Lady Dorata. Le duc est mon petit-neveu. Dans cette maison, je m'occupe de ce pourquoi mon petit-neveu n'a aucune patience. C'est-à-dire, presque tout. » La vieille femme pencha la tête. « Vous êtes venu sous la pluie, sans voiture et sans domestique, pour plaider les dettes de votre père. Savez-vous ce que la plupart des gens envoient à votre place? Une lettre, milady, ou un avocat, ou rien du tout. Et il s'enfuit, tout simplement. Exactement. » La bouche de Lady Dorata bougea. Pas tout à fait un sourire. Et pourquoi n'avez-vous fait aucune de ces choses plus sages? Parce qu'une lettre ne peut pas être désolée, dit Evelyn. Et nous ne pouvons pas payer un avocat. Et nous n'avons pas fui, parce que fuir c'est ce que l'argent de mon père a fait. Et je suis fatiguée de lui courir après. Elle s'arrêta, puis elle dit le reste. Parce qu'elle était venue jusqu'ici. Et parce que quelqu'un dans ma famille devait se tenir devant un homme et prononcer le mot que nous lui devons. Si ce ne doit être personne d'autre, alors que ce soit moi. La vieille femme la regarda un long moment. La pluie tambourinait aux hautes fenêtres. « Montez, dit Lady Dorata. Elles montèrent ensemble le grand escalier, lentement, à cause des genoux de la vieille femme. En haut, un couloir parcourait la longueur de la maison, orné de plus d'hommes déçus. Lady Dorata la mena à une paire de hautes portes et ne frappa pas. Elle les ouvrit et entra. Et Evelyn suivit, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. C'était une bibliothèque. C'était la plus grande pièce où Evelyn se soit jamais tenue. Les livres montaient le long des murs jusqu'à une galerie, puis de nouveau jusqu'au plafond. Un feu brûlait dans une cheminée en marbre. La pluie coulait, argentée, le long de 3 énormes fenêtres. Elle donnait sur un néant gris, là où un jardin aurait dû se trouver. Un homme se tenait à la fenêtre du milieu, le dos tourné à la porte. Il était grand. Son manteau était très simple et de très belle facture. Le noir de celui-ci semblait presque bleu dans la lumière grise. Ses cheveux avaient la couleur de la cendre. Il ne se retourna pas quand elles entrèrent. Il garda les mains jointes derrière le dos
et les yeux fixés sur le jardin en ruine en contrebas, comme s'il lui devait aussi une réponse. « Marcus, dit Lady Doratha, la fille Radthorpe est venue en personne. Essaye de te souvenir qu'elle est une personne avant d'être une dette. » Puis la vieille femme s'assit dans un fauteuil près du feu. Elle croisa les mains et devint, en apparence, un meuble parmi les autres. L'homme à la fenêtre se retourna. Il était plus jeune que ce qu'Evelyn avait imaginé dans sa peur. 32 ans peut-être. Son visage n'était pas cruel. Cela la surprit plus que la cruauté ne l'aurait fait. C'était un visage impassible, gardé au point de paraître de pierre, et ses yeux étaient d'une étrange couleur chaude, ambre, comme éclairés de l'intérieur. Ses yeux se posèrent sur elle, et ils ne glissèrent pas vers son ourlet. Ils restèrent sur son visage. « Mademoiselle Radthorpe, dit-il. » Sa voix était basse et égale. « Vous avez choisi un mauvais jour pour une promenade. »« J'ai choisi un mauvais jour pour bien des choses, votre grâce, » dit Evelyn. Ce jour n'était que la dernière d'entre elles. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Pas un sourire. Le souvenir de l'endroit où un sourire pourrait aller. « Asseyez-vous, dit-il. Je préférerais rester debout. Je suis venu dire quelque chose qui est plus facile à dire debout. Alors dites-le. » Elle le fit. Elle sortit la petite lettre pliée de son gant, la tint, et ne la lut pas, parce qu'elle connaissait les mots par cœur. Et une personne ne devrait pas lire des excuses. « Mon père est George Radthorpe, dit-elle. Il y a 3 ans, il a emprunté de l'argent contre une promesse d'étain. Le mine était réel. L'étain ne l'était pas. Les hommes qui la lui ont vendu sont partis, et l'argent est parti. Et ce qui reste, c'est la reconnaissance de dette qu'il a signée, qui est arrivée entre vos mains par des chemins que je ne comprends pas entièrement. Elle mentionne 4000 livres. Nous n'avons même pas 4000 shillings. Mon père n'est pas bien. Il n'a envoyé personne, parce qu'il n'y avait personne à envoyer. Je suis donc venu à sa place, pour vous dire que nous savons que la dette est juste, que nous sommes désolés, et pour vous demander du temps, pas le pardon, du temps. C'est tout ce que je suis venu dire. La pièce était silencieuse. Le feu parlait, la pluie parlait. Le duc de Brookhaven la regarda et, pendant un moment, il ne dit rien du tout. « Vous avez dit que la dette est juste, » dit-il finalement. « La plupart des gens à votre place me disent que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Mon père a été un imbécile. Un imbécile n'est pas la même chose qu'un voleur. Mais l'homme à qui il doit de l'argent n'a pas à se soucier de la différence. Je le sais. Je ne vous demande pas de vous en soucier. Je demande du temps. Et je vous dis la vérité. Parce que je n'ai plus rien d'autre à dépenser que la vérité. Et je préfère la dépenser, elle, plutôt qu'un mensonge. » Il s'approcha d'un pas. La lumière du feu bougea sur lui. « Savez-vous ce qu'une reconnaissance de dette comme celle de votre père vaut pour un homme comme moi ?» demanda-t-il. « Très peu, je suppose. Vous pourriez l'oublier et ne jamais en sentir le manque. »« Oui, dit-il, je pourrais. » Il l'étudia. « Et savez-vous ce qu'elle vaut pour votre père ?»« Tout, dit Evelyn. C'est le dernier mur de la maison. S'il tombe, nous n'avons plus de toit. » Il réfléchit à cela. C'était, vit-elle, un homme qui réfléchissait aux choses plutôt que de les laisser lui échapper par accident. Ce n'était pas de la chaleur, mais ce n'était pas non plus de la négligence. Et c'était la négligence qu'elle avait le plus redoutée. « Vous êtes venu sans domestique, dit-il. Vous avez marché, vous êtes trempé. Pourquoi? Parce qu'une voiture de location coûte de l'argent. Et je n'en ai pas à gaspiller en venant implorer la pitié. Ce serait une étrange façon de mendier que d'arriver avec style. » Près du feu, Lady Doratha fit un petit bruit. C'était peut-être une toux. Cela ressemblait remarquablement à un rire qu'elle avait décidé de ne pas avoir. Le duc ne quitta pas Evelyn des yeux. « Vous pouvez dire à votre père, dit-il lentement, que je vais réfléchir à la question. Revenez jeudi. Venez le matin. Venez sous la pluie, s'il vous plaît, puisque vous semblez avoir fait la paix avec elle. J'aurai une réponse. Ce n'était pas oui, ce n'était pas non. C'était, comprit-elle, le maximum qu'un homme comme lui accordait à une femme comme elle lors d'une première rencontre. Et elle avait été élevée pour être reconnaissante pour bien moins que cela. Alors elle inclina la tête, le remercia avec une simplicité qui lui coûta, et se dirigea vers la porte. Elle l'avait presque atteinte quand il parla de nouveau. « Mademoiselle Radthorpe. » Elle s'arrêta. Elle ne se retourna pas complètement. « Le jardin, dit-il. Vous l'avez regardé en entrant. Tous ceux qui entrent dans cette pièce regardent le feu, ou les livres, ou moi. Vous, vous avez regardé le jardin. Il est mort, dit Evelyn. C'est pour ça que je l'ai regardé. La plupart des gens ne prennent pas la peine de regarder les choses mortes. Alors la plupart des gens ont tort.
Elle dit qu'un jardin mort est seulement un jardin vivant, que personne n'a pardonné. Je ne voulais pas être impoli, votre grâce. C'est une habitude. Je regarde les jardins. C'est la seule chose pour laquelle je suis doué. Et une personne aime regarder ce pourquoi elle est douée, même dans la maison d'un autre homme. Bonjour. Et elle sortit, le laissant debout dans la lumière grise, avec la pluie coulant sur la vitre, regardant maintenant lui-même le jardin mort. Derrière lui, Lady Dorotha se leva de son fauteuil. « Eh bien, commença-t-elle. « Ne dites rien, l'interrompit le duc. Je n'ai encore rien dit. Vous êtes sur le point de le faire. Vous en avez l'air. » La vieille femme traversa la pièce jusqu'à la fenêtre. Elle se tint à côté de son petit-neveu et regarda l'épave du jardin, les parterres noirs, les cadres brisés de la serre, où rien n'avait poussé en 6 ans, depuis la mort de sa mère. « 22 jours, dit Lady Dorotha. C'est ce que le testament de ma sœur Millicent vous accorde. 22 jours pour prendre une épouse, ou Oakhold, et tout l'argent qui n'est pas protégé iront à votre cousin, qui vendra les tableaux dans le mois et les terres dans l'année. 22 jours, Marcus. Et vous avez passé la saison à refuser toutes les jeunes filles convenables de Londres, comme si vous choisissiez un cheval que vous aviez l'intention d'abattre. Je suis au courant du testament, dit le duc. J'ai compté les jours moi-même. Lady Estella vous attend toujours. Sa mère a presque commandé les fleurs. Lady Estella, dit le duc, s'attend à une couronne de duchesse, sur un visage qu'elle peut supporter de voir dans le miroir. Elle ne m'attend pas, moi. Il y a une différence, bien que je vous accorde qu'elle est subtile. Et je suis probablement le seul homme en Angleterre à y insister. Vous avez refusé 30 femmes cette saison, dit Lady Dorotha. J'ai tenu le compte, puisque vous ne le faisiez pas. Certaines étaient aimables, d'autres étaient riches. 1 ou 2 étaient les 2, et ont pleuré dans leur voiture quand vos lettres sont arrivées. Vous êtes devenu l'homme le plus chassé de Londres, et le plus froid. Et je ne pense pas que vous en ayez apprécié une seule heure. Le plaisir n'a jamais été le but, répondit le duc. Le but était que je ne pouvais regarder aucune d'entre elles à une table de petit déjeuner et imaginer une vie. Et pourquoi pas? Elles sont assez belles, elles sont bien élevées. N'importe laquelle d'entre elles vous serait reconnaissante jusqu'à la fin de ses jours. C'est précisément pourquoi pas. Sa voix ne s'éleva pas, elle ne s'élevait jamais, et c'était la chose effrayante à son sujet. Elle serait reconnaissante pour la couronne et tolérerait l'homme qui l'accompagnait. Je les ai toutes vues faire le même petit calcul derrière leurs yeux. Elles pèsent mes défauts contre mon rang et trouvent que le rang, tout bien considéré, en vaut la peine. Une vie à être tolérée comme le prix d'une maison. Je préférerais perdre la maison. La vieille femme resta silencieuse un moment. La pluie tambourinait sur la haute vitre. Vous n'avez pas toujours été si dur, dit-elle plus doucement. Je me souviens d'un garçon chaleureux. Qu'est-il devenu? Il était moins cher à aimer, dit le duc. Il n'était pas accompagné d'un duché. Quelque part entre le garçon et l'homme, elles ont cessé de me voir du tout. Elles voient le titre, l'argent, le nom de la maison. Elles appellent l'ensemble de tout ça Marcus. Puis elles l'épousent. Je suis fatigué, ma tante. Je suis fatigué d'une manière que je ne savais pas qu'un homme pouvait l'être. Pas une seule d'entre elles ne m'a jamais regardé en ne voyant qu'un homme. Elles regardent et elles voient des pièces dans lesquelles elles aimeraient vivre. Lady Dorotha regarda le jardin mort. Cette fille qui vient de partir, dit-elle, n'a pas regardé une seule fois votre couronne. Le duc ne dit rien. Elle a regardé votre jardin, continua la vieille femme, et l'a appelé une chose vivante que personne n'a pardonnée. Dans 22 jours, vous devez épouser quelqu'un, Marcus. J'observe seulement que la plupart des candidates proposées regarderaient le jardin et y verraient de la boue. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Evelyn ne raconta pas tout à son père. Elle lui dit que le duc avait été courtois. Elle lui dit qu'il y aurait une réponse jeudi. Elle ne lui parla pas du jardin, ni des yeux ambrés, ni de l'étrange façon immobile dont le grand homme avait regardé son visage, et non son ourlet. Ces choses, elle les garda. Elles étaient à elle, et elle avait si peu de choses qui n'étaient qu'à elle, qu'elle était devenue prudente avec elle. Leur logement se composait de 2 pièces au-dessus d'une boutique de chandeliers, dans une rue étroite près de la rivière. L'endroit conservait ses 2 odeurs familières. Le suif montant à travers le plancher et l'humidité de la rivière s'infiltrant à travers le plâtre. Bien qu'Evelyn ait depuis longtemps cessé de remarquer l'une ou l'autre, son père était assis près de la petite fenêtre, une couverture sur les genoux, bien que la journée ne soit pas froide. Il faisait tourner sa chevalière autour d'un doigt devenu mince. « Jeudi », dit-il.
Et vous pensez qu'il a l'intention d'être gentil? Je pense qu'il a l'intention de réfléchir, dit Evelyn. Ce qui est plus que ce que la plupart des hommes font avant d'être cruels. Nous devons nous en contenter, papa. Elle lui prépara du thé. Elle en avait acheté très peu, et elle le fit léger. Il ne le remarqua pas, car il n'avait jamais de sa vie remarqué le prix de quoi que ce soit, jusqu'à ce que les prix soient les seules choses qui restent. Elle l'aimait. C'était la simple vérité sous tout le reste. Elle aimait un homme insensé, doux et brisé, qui avait joué la mémoire de sa mère entre les mains d'étrangers. Et elle l'aimait quand même, parce que l'amour n'est pas un livre de contes, bien que la ruine vous fasse souhaiter qu'il le soit. Sur le petit rebord de la fenêtre se trouvait une bourse en cuir gris souple. C'était celle de sa mère. Elle contenait des graines. Sa mère les avait ramassées, année après année, dans le jardin de la maison qu'ils avaient perdue en premier. La bonne maison à la campagne, avec le jardin clos et les vieux poiriers. Pied d'alouette, giroflée et julienne des dames, digitale et en colis. Giroflée des murailles pour le mur. Sa mère avait étiqueté chaque tortillon de papier d'une petite écriture brune. Elle était morte avec les étiquettes inachevées. Evelyn avait transporté la bourse à travers chaque pièce misérable dans laquelle ils étaient tombés depuis. Elle n'avait planté aucune graine. On ne plante pas un jardin dans des pièces que l'on perdra avant l'hiver. Elle prit la bourse maintenant et la tint. Les graines chuchotaient à l'intérieur, sèches et patientes, attendant une terre qui les garderait. Un jour, leur dit-elle comme elle le faisait toujours. Un jour. Jeudi arriva, gris à nouveau. Elle marcha. Le laquais la reconnut cette fois et la laissa entrer sans le discours sur la porte de service. Lady Dorata la rencontra dans le hall et la fit monter elle-même. Et il y avait quelque chose dans la manière de la vieille femme, une lueur contenue avec force, qui fit battre le cœur d'Evelyn d'une manière à laquelle elle ne se fiait pas. Le duc était de nouveau à la fenêtre. Il se retourna immédiatement cette fois. « Mademoiselle Radthorpe, dit-il, asseyez-vous. Non, ne me dites pas que vous préférez rester debout. Asseyez-vous. Ce que j'ai à dire n'est plus facile à dire debout pour aucun de nous deux. » Elle s'assit. Elle posa ses gants mouillés sur ses genoux et attendit. Il ne s'assit pas. Il se tenait près de la fenêtre du jardin froid, les mains derrière le dos. Il la regarda. Elle vit que ce qu'il avait l'intention de dire lui coûtait quelque chose. Elle ne pouvait pas imaginer ce qui pouvait coûter à un duc. « J'ai réfléchi à la dette de votre père, dit-il. Je vais vous dire ma décision clairement, parce que vous m'avez fait le compliment de la clarté, et je ne vous insulterai pas avec moins. Je vais annuler la dette, dans son intégralité. 4000 livres. Ce sera comme si elle n'avait jamais existé. » Le souffle d'Evelyn se coupa. « Votre grâce, je n'ai pas fini. J'annulerai la dette, et je verserai une somme supplémentaire à votre père, assez pour qu'il puisse vivre ses jours sans crainte, dans le confort, à la campagne, où l'air est meilleur que le suif. » Il fit une pause. « Je ferai ces choses à une condition. Je vous demande d'écouter l'intégralité avant de parler, parce que cela vous offensera, et je préférerais que vous soyez offensé par la vérité plutôt que par un morceau de celle-ci. Dites-le, dit Evelyn. Ses mains étaient devenues très immobiles sur ses genoux. Je dois me marier, dit le duc, d'ici 20 jours. Ma grand-tante Millicent, qui ne m'aimait pas, a légué la totalité du domaine non grevé sous une condition. Je dois avoir une épouse avant mon 33e anniversaire, qui tombe ce mois-ci. Si je ne le fais pas, Oakhold revient à un cousin. Ces fermes, ces gens, le toit de 400 locataires. Tout cela va à un homme qui les vendra pour ses propres dettes de jeu. Je n'ai pas créé cette clause. Je la déteste depuis 1 an. Mais c'est la loi, et la loi ne se soucie pas de ce que je déteste. Il se tourna complètement vers elle maintenant. « Je vous demande de m'épouser, mademoiselle Radthorpe, dit-il. C'est ma condition. Pas une maîtresse, pas un arrangement dans l'ombre. Une épouse devant Dieu et la loi. Une duchesse, avec tout ce qui est dû à une duchesse. La dette de votre père pardonnée. Votre père maintenu dans le confort. Et vous, élevé à une place d'où personne ne pourra plus jamais vous envoyer nulle part. En échange, je vous demande de sauver 400 familles que vous n'avez jamais rencontrées, en vous tenant à mes côtés dans une église le temps d'une cérémonie. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, vous pouvez être aussi en colère que vous le souhaitez. » Le feu parla dans le silence. La pluie coulait sur la vitre. Evelyn constata qu'elle n'était pas en colère. Elle examina ce fait comme elle aurait examiné une plante étrange, la tournant à la lumière. Elle était venue mendier du temps. On lui offrait un trône.
et une partie plus sage, plus chaleureuse d'elle-même, la partie qui avait transporté une bourse de graines à travers 6 pièces misérables, vit immédiatement le sol sous l'offre, le sol froid et pierreux, et le reconnut pour ce qu'il était. « Vous ne me demandez pas à moi, dit-elle doucement. Vous demandez à n'importe qui. Vous diriez ces mêmes mots à n'importe quelle femme respectable qui se trouverait dans cette pièce aujourd'hui. Si elle était assez simple pour ne pas avoir de prétendant à pleurer. Je me trouvais simplement ici. C'est tout. Vous avez trouvé en la fille d'un débiteur une femme sans dot pour négocier, sans famille pour imposer des conditions, une femme qu'on peut avoir pour pas cher, rapidement, et qui sera reconnaissante. Je suis la solution de facilité, votre grâce. J'ai été la solution de facilité toute ma vie. Je connais sa forme dans le noir. Elle avait pensé que cela le ferait tressaillir. Ce ne fut pas le cas. Oui, dit-il. Seulement ça. Oui. Vous ne le niez pas. Je ne vous mentirai pas, dit le duc. Pas maintenant. Pas sur ça. Pas jamais si vous m'acceptez. Vous avez raison sur presque tout. J'ai besoin d'une femme avant une certaine date. Vous n'êtes pas marié, respectable, et pas en position de refuser un duc. C'est une grande partie de la raison pour laquelle vous êtes assise sur cette chaise. Je suis trop honnête pour prétendre le contraire, ou trop fatigué. Mais vous avez tort sur une chose. Laquelle? Vous avez dit que je dirais ces mots à n'importe qui. Il vint s'asseoir enfin dans le fauteuil en face d'elle, pour qu'il soit au même niveau, ses yeux ambrés dans les siens. Je ne le ferai pas. Il y avait 30 femmes que j'aurais pu demander ce mois-ci. Ma tante a fait une liste. J'ai refusé tous les noms qui y figuraient. Pas parce qu'elles étaient simples, mademoiselle Radthorpe, mais parce que lorsque j'imaginais une vie entière à la table du petit déjeuner en face de l'une d'elles, je sentais la porte de cette maison se refermer sur moi comme un couvercle. Puis une femme est entrée, venue de la pluie, trempée, ne dépensant rien qu'elle n'avait pas, et elle a regardé mon jardin mort au lieu de mon titre, et elle l'a appelé une chose vivante, que personne n'avait pardonnée, et j'ai découvert que je pouvais imaginer la table du petit déjeuner. C'est la différence. C'est une petite chose. C'est la seule chose honnête que j'ai à vous offrir en plus de l'argent. Je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez commode. Je vous ai choisi parce que vous avez vu le jardin. Evelyn resta très immobile. On l'avait vu. C'est ce qui la bouleversa dans cette pièce silencieuse. Plus que les 4000 livres, la couronne et les 400 locataires qu'elle ne rencontrerait jamais. En 24 ans à être envoyée, jugée et ignorée, personne ne s'était jamais assis en face d'elle. Personne ne s'était assis à son niveau, pour lui dire qu'il l'avait choisie pour la chose vraie en elle, la seule chose qui était à elle. Elle ne pleura pas. Elle s'était entraînée il y a longtemps à ne pas pleurer devant les gens qui tenaient son destin. Mais quelque chose dans sa poitrine bougea, comme un parterre de terre gelée qui se retourne au premier jour de chaleur. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle. Non, ni vous moi. C'est à cela que servent les jours, si vous voulez bien les passer. Je demande un mariage, pas un miracle. Je suis un homme froid, mademoiselle Radthorpe. Les gens me trouvent dur. Ma propre tante m'appelle une pierre. Je ne vous promets pas un foyer chaleureux chaque soir, car je ne sais pas comment en créer un. Mais je vous promets la vérité, toujours, et votre propre argent dans votre propre main, et un jardin clos bien à vous, que personne ne vous reprendra jamais. Le reste, nous devrons l'apprendre. La plupart des gens qui se marient par amour l'apprennent aussi. Ils prétendent seulement qu'ils le savaient à l'avance. Evelyn regarda par-delà lui, vers la fenêtre. En bas, dans le gris, se trouvait le jardin mort, les parterres noirs, la serre brisée. 6 ans sans que personne ne le pardonne. « Montrez-moi le jardin, » dit-elle, avant que je ne réponde. « Emmenez-moi en bas et montrez-moi le jardin, et alors je vous dirai oui ou non. » Le duc de Brookhaven la regarda un long moment, puis il se leva et lui offrit son bras. Ce qu'aucun homme n'avait jamais fait comme s'il le pensait vraiment. Et il l'emmena en bas. Le jardin se trouvait derrière la maison, clos sur ses 4 côtés par de vieilles briques de la couleur du sang séché. Il était plus grand qu'elle ne l'avait deviné de la fenêtre. Autrefois, il avait été aménagé en parterre et en allée de gravier. Une serre le long du mur sud, un poirier palissé contre la brique chaude. Maintenant, les allées étaient vertes de mauvaises herbes. Les parterres étaient noirs et la serre n'était qu'un squelette. La moitié de ses vitres disparues. Le fer rouillé. La porte pendait sur un seul gond, comme une bouche qui avait renoncé à parler. Evelyn y entra, la pluie sur son visage, et ne sentit pas la pluie. Elle s'accroupit près d'un parterre, enleva son gant et enfonça ses doigts dans la terre noire et humide. Elle en prit une poignée et la sentit.
Elle l'émietta et regarda comment elle tombait. Le duc se tenait derrière elle, sous la serre en ruine, et la regardait faire ces choses. Il ne lui demanda pas ce qu'elle faisait. Ce qu'elle remarqua, et qui compta pour elle, plus qu'il ne pouvait le savoir. « Il n'est pas mort, dit-elle enfin, toujours accroupie, sans se retourner. C'est la première chose. Le sol est acide, pas mort. Il a été noyé et affamé tour à tour pendant 6 ans, et il est en colère, mais il n'est pas mort. Un sol acide peut être adouci. Il faut de la chaux, du temps et du travail. Le poirier contre le mur est vivant sous la mousse. Je peux sentir la sève dans la branche basse. Il attendait que quelqu'un le taille, l'attache, et lui dise qu'on veut encore de lui. Et la serre. Elle se leva et regarda la structure brisée. Le fer est solide. Le fer ne meurt pas de négligence, seulement d'humidité. Et ce fer a une bonne peinture sous la rouille. De nouvelles vitres, du nouveau mastic, un feu dans le conduit d'ici l'automne. Et vous pourriez y faire pousser des ananas d'ici 2 ans. Ma mère savait comment faire. Elle me l'a appris. C'est la seule chose au monde que je suis certaine de savoir faire. Elle se tourna alors et lui fit face sous la pluie. Vous m'avez demandé de sauver 400 familles que je n'ai jamais rencontrées. Elle dit, je ne sais pas comment faire ça. Je ne suis pas douée pour les locataires, les fermes et la loi. Je ne ferai que prétendre et vous vous en rendriez compte. Mais je peux sauver ça. Je peux prendre cette chose morte que personne n'a pardonnée et la faire revivre. Je peux le faire bien. Ce serait vraiment à moi, fait de mes propres mains. Personne ne pourrait dire que j'ai été acheté. On ne peut pas acheter ce qu'une personne fait de ses mains à partir d'une terre acide. Alors voici ma réponse, votre grâce. Elle releva le menton et la pluie coula dessus. Je vous épouserai. Pas pour les 4000 livres, bien que j'en sois reconnaissante. Et pas pour la couronne, qui m'effraie. Je vous épouserai pour le jardin, parce que vous avez vu que je l'ai vu, et parce qu'un homme qui pardonne un jardin mort pourrait, avec le temps, mériter d'être pardonné pour d'autres choses. C'est une piètre raison pour une duchesse de se marier. C'est la seule vraie que j'ai, à prendre ou à laisser. Le duc de Brookhaven se tenait dans les ruines du jardin de sa mère, la pluie assombrissant son beau manteau noir. Il regarda la femme mouillée, simple, non achetée, en face de lui. Pour la première fois en 6 ans, quelque chose traversa son visage impassible, qui n'était pas du tout sur ses gardes. « Je l'apprends, dit-il. » Ils se marièrent 11 jours plus tard. Ce fut un petit mariage par licence spéciale, dans l'église grise au coin de la place. Lady Dorata et 4 domestiques furent témoins, et personne du grand monde ne vint. Il n'y avait pas eu le temps de faire les choses en grand. Aucun des deux ne le souhaitait. Evelyn portait une robe d'un vert tendre que Lady Dorata avait commandée sans demander, et pour laquelle elle refusa d'être remerciée. Son père était trop malade pour venir. Il pleura dans son bon fauteuil, dans le cottage de campagne que le duc avait déjà loué pour lui. Il pleura de joie et de honte à parts égales. Ce furent ses dernières larmes. La peur avait enfin quitté ses jours. À l'hôtel, le duc prononça les mots de sa voix basse et égale, et les pensa autant qu'un homme froid le pouvait. Evelyn les prononça et les pensa plus qu'elle ne l'avait prévu. Quand il lui mit la bague au doigt, sa main était stable, mais la sienne ne l'était pas. Il la sentit trembler. Il referma sa main sur la sienne pour l'apaiser. Ce n'était pas dans la cérémonie. Elle ne l'oublia pas. « Voilà, dit-il doucement quand ce fut fini. Vous êtes une duchesse. Personne ne pourra plus jamais vous envoyer nulle part. Où aimeriez-vous aller en premier? »« Au jardin, dit Evelyn. » Et Lady Dorata, debout derrière eux en gris colombe, porta son mouchoir à ses yeux clairs et âgés, et prétendit farouchement que c'était le froid. Elle commença dès le lendemain matin. Elle ne savait pas comment être une duchesse, et elle décida de ne pas prétendre savoir. Elle se leva tôt, comme elle l'avait toujours fait. Elle s'habilla de la plus simple de ses nouvelles robes. Elle descendit au jardin avec un vieux tablier par-dessus, la bourse de graines de sa mère dans sa poche. Elle commença à retourner les parterres noirs et acides, une pelletée à la fois. Les domestiques ne savaient que penser d'elle. Une duchesse ne creusait pas. Une duchesse ordonnait à des jardiniers de creuser. Mais Evelyn n'avait pas encore de jardinier. Elle ne faisait pas confiance aux mains d'un homme engagé pour une terre qu'elle voulait connaître. Alors elle creusa elle-même, dans les matins gris. Son dos lui faisait mal, ses paumes s'ampoulaient à l'intérieur des bons gants, puis à travers eux. Elle fit apporter de la chaux et les pendit. Elle fit creuser des tranchées dans les parterres inférieurs inondés pour laisser l'eau s'écouler. Elle trouva la branche vivante du poirier sous la mousse. Elle nettoya l'écorce de ses propres doigts.
Elle attacha la branche contre le mur chaud du sud avec des bandes de tissu, doucement, comme sa mère le lui avait montré. C'était la façon dont on apprivoise une chose effrayée pour qu'elle fasse à nouveau confiance au mur derrière elle. De la fenêtre de la bibliothèque, 2 étages de pierre grise au-dessus d'elle, le duc regardait. Il ne descendit pas au début. C'était un homme occupé et privé. Et il avait passé 6 ans à enseigner à cette maison que le jardin de sa mère était un endroit où personne n'allait. Mais chaque matin, il se retrouvait à la fenêtre, son café refroidissant dans sa main, regardant la petite silhouette déterminée en tablier retourner la terre noire. Et chaque matin, il restait un peu plus longtemps. Lady Doratha le remarqua, parce que Lady Doratha remarquait tout. « Vous pourriez descendre, dit-elle un matin, en venant se tenir à côté de lui. C'est votre jardin et votre femme. Elle n'a pas besoin de moi là-bas, dit le duc. Elle sait ce qu'elle fait. Je ne ferai que gêner la bêche. Ça, dit sa grand-tante, c'est la première fois de votre vie que je vous entends donner le fait de gêner comme raison de ne pas faire quelque chose que vous souhaitez faire. Vous avez gêné tout le monde depuis que vous savez marcher, et ne vous en êtes jamais excusé une seule fois. Descendez, Marcus, ou ne descendez pas. Mais ne me mentez pas à propos de la bêche. Il ne descendit pas. Pas ce jour-là. Mais ce soir-là, Evelyn rentra avec de la terre sous les ongles, ses cheveux se défaisant, une tache sur sa joue qu'elle n'avait pas remarquée. Sur la table du hall, elle trouva un paquet. Il était enveloppé dans du papier brun, son nom dessus, d'une écriture simple et ferme. À l'intérieur se trouvaient des gants, de bons gants de jardinage, en cuir épais, de petite taille pour une main de femme. 3 paires, pour qu'une paire empoulée puisse se reposer pendant qu'une autre travaillait. Il n'y avait pas de mots. Il n'y en avait pas besoin. Elle se tenait dans le grand hall froid, tenant les gants. Elle comprit qu'il avait vu ses mains s'empouler à travers les gants fins. Il n'avait rien dit. Il avait fait ça à la place. Et elle pensa très clairement, c'est donc comme ça qu'il aime. S'il aime. Pas avec des mots, avec des gants, avec une main qui se referme sur une main tremblante, avec la chose utile et exacte donnée sans demander à être remerciée. Elle porta les nouveaux gants le lendemain matin. Elle ne le remercia pas à voix haute. Elle croisa simplement son regard à la table du petit déjeuner, où ils étaient assis l'un en face de l'autre dans la lumière grise, exactement comme il l'avait imaginé. Elle leva un peu ses mains gantées et le laissa voir. Il inclina la tête d'un tout petit degré. Ce fut toute la conversation. C'était suffisant. Ils dînaient ensemble chaque soir, parce qu'un mari et une femme sont censés le faire, bien qu'aucun des deux ne sache vraiment comment cela se faisait. Les premières semaines furent difficiles. La salle à manger était longue et froide, faite pour 20 personnes. Ils s'asseyaient à une extrémité, avec beaucoup de silence entre eux. Un laquais se tenait à proximité et faisait semblant de ne pas entendre le silence. Le duc n'était pas un homme qui remplissait une pièce de parole. Evelyn avait passé sa vie dans des pièces où la parole était un luxe que personne ne pouvait se permettre. Alors ils mangeaient, les bougies brûlaient, et le silence s'asseyait entre eux comme un 3e invité qui n'avait pas été présenté. Un soir de la 2e semaine, elle décida qu'elle était fatiguée du 3e invité. « Parlez-moi de votre mère, dit-elle en posant sa cuillère. C'était son jardin. Je le répare de mes mains chaque jour, et je ne sais rien de la femme qui l'a créé. Cela me semble mal. Une personne devrait savoir sur quel sol elle se tient. » Le duc resta silencieux si longtemps qu'elle pensa avoir outrepassé ses droits et commença à le regretter. « Ce n'était pas une femme à la mode, dit-il enfin. Mon père l'a épousée pour sa dot, et a été déçu de découvrir qu'elle ne se souciait pas de la société, mais de tout ce qui poussait. Elle était la plus heureuse dans ce jardin, avec un vieux chapeau de paille et de la terre jusqu'au coude, exactement comme vous. Les grandes personnes se moquaient un peu d'elle. Elle ne le remarquait pas. Elle disait qu'un jardin ne lui avait jamais demandé de qui elle était la fille. Je ne la comprenais pas quand j'étais garçon. Je pensais qu'une duchesse devait vouloir des choses plus grandioses. J'en suis venu à penser qu'elle était la personne la plus sage que j'ai jamais connue. Comment s'appelait-elle? Frances. Il prononça le nom comme s'il ne l'avait pas dit à voix haute depuis des années. Et peut-être que non. Elle est morte d'une fièvre il y a 6 ans, en 3 jours, au printemps, alors que les parterres n'étaient qu'à moitié plantés. Je ne pouvais pas supporter de les voir terminés par une autre main. Alors je les ai laissés mourir. Je me suis dit que c'était du chagrin. J'ai commencé à soupçonner que c'était de la lâcheté portant le manteau du chagrin. Evelyn réfléchit à cela. Elle ne se précipita pas pour le réconforter. Elle avait appris qu'un réconfort offert trop rapidement
n'est qu'une façon de demander à la personne en deuil d'arrêter. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Elle dit que c'était de l'amour qui n'avait nulle part où aller. C'est la chose la plus dangereuse qui soit. Il devient acide si vous le gardez, comme la terre devient acide si l'eau ne peut pas s'écouler. Mais il n'est pas mort, pas plus que le sol ne l'était. Il veut juste un endroit où couler à nouveau. Elle croisa ses yeux ambrés à travers les bougies. Vous avez gardé votre amour dans un lit inondé pendant 6 ans. Votre grâce, je ne suis pas surprise que la maison soit froide. Je suis seulement surprise que vous n'ayez pas gelé entièrement. Il la regarda un long moment, à travers la petite île de lumière. Personne ne m'a parlé comme ça depuis la mort de Francis. Il dit, les gens sont prudents avec moi. Ils sont prudents comme on l'est avec une boîte fermée à clé, pas avec une personne. Je découvre que je ne veux pas que vous soyez prudente avec moi. C'est la chose la plus étrange. J'ai passé 6 ans à construire une maison dans laquelle personne ne pouvait entrer, et je suis allé épouser la seule femme qui traverse les murs comme s'ils étaient peints. Je ne sais pas comment être prudente, dit Evelyn. Je n'ai jamais eu le loisir de l'apprendre. Les pauvres ne peuvent pas se permettre d'être prudents les uns avec les autres. Il n'y a pas le temps. On dit la vérité ou on se couche avec elle non dite, et le matin, l'un de vous pourrait être parti. Je suis désolé si c'est brutal. C'est la seule façon que je connaisse. Ne soyez pas désolé, dit le duc. N'apprenez en aucun cas à être prudente. Je l'interdis. Je suis un duc, et je peux interdire une chose par an, et c'est la chose que je choisis. Et Evelyn rit. Cela lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Un vrai rire, surpris et lumineux dans la longue pièce froide. Le premier rire que cette salle à manger avait entendu en 6 ans. Le duc ne rit pas, mais quelque chose bougea au coin de sa bouche immobile, l'endroit où un sourire irait s'il en laissait un. Il la regarda, riant à la lueur des bougies, comme un homme regarde un feu par une nuit froide. C'était comme s'il avait oublié qu'une telle chose était autorisée. Après cela, les soirées furent différentes. Le troisième invité ne revint pas. Il commença à descendre au jardin. Pas pour aider au début, car il ne savait pas comment faire, et était trop fier pour être vu ne sachant pas. Il venait seulement pour se tenir sur le gravier au crépuscule, et la regarder travailler, les mains derrière le dos, disant peu de choses. Puis un soir, il enleva son manteau sans un mot, retroussa ses belles manches, s'agenouilla dans la terre à côté d'elle, et lui demanda brusquement ce qu'un homme était censé faire avec une truelle. Elle lui montra. Il était maladroit, se mit de la terre sur les poignets, qu'aucun valet ne pourrait pardonner, et s'en moqua. Et elle aussi. D'une fenêtre supérieure, Lady Doratha regarda le duc de Brookhaven apprendre à désherber un parterre. Elle n'en dit rien à personne, et porta toute la soirée le sourire privé d'une femme qui a vu les saisons tourner assez souvent pour leur faire confiance. Le monde, bien sûr, ne les laissa pas tranquilles. Le mariage du duc de Brookhaven avec une inconnue, la fille d'un débiteur sans famille et sans fortune, mariée en 11 jours par licence spéciale, fut le plus beau cadeau que la société londonienne ait reçu de la saison. Les salons en bourdonnaient. On disait que la fille l'avait piégé. On disait qu'il avait perdu la tête. On disait le plus souvent, et le plus cruellement, qu'elle était une créature simple et intrigante qui était sortie du caniveau grâce à la ruine de son père, et qu'elle le déshonorerait en moins d'1 an. La principale de ces médisantes était Lady Estella Cardew. Lady Estella avait 23 ans et était belle, vraiment belle, avec le genre de visage qui faisait qu'une pièce se réorganisait autour d'elle quand elle y entrait. Pendant 2 saisons, elle avait compris qu'elle serait la prochaine duchesse de Brookhaven. Sa mère l'avait compris. Tout Londres l'avait compris. Cela n'avait pas été arrangé en mots, car cela n'avait pas été nécessaire. C'était simplement la forme que l'avenir allait prendre, de la même manière que l'eau coule vers le bas. Et puis l'eau avait coulé ailleurs, vers une fille simple et mouillée d'une rue de Chandelier. Et Lady Estella était restée en haut de la colline avec ses fleurs commandées et nulle part où les envoyer. Elle ne se mit pas en colère. Ce n'était pas sa manière, et cela ne l'aurait pas servi. Elle sourit, fut gracieuse, et se rendit à la maison Brookhaven quelques jours après le mariage pour présenter ses respects à la nouvelle duchesse. Car rester à l'écart aurait été admettre que cela la dérangeait. Evelyn la reçut dans le salon vert, parce que Lady Doratha avait dit qu'elle le devait, et parce qu'une duchesse ne peut pas creuser à toute heure du jour. Lady Estella était exquise. Elle entra, vêtue de fourrure et parfumée. Elle prit les mains simples d'Evelyn dans les siennes, gantée. Elle regarda le visage d'Evelyn avec un intérêt si chaleureux, si total,
qu'il fallut un moment à Evelyn pour comprendre que c'était une forme de violence. « Mais vous n'êtes pas du tout ce qu'ils disent », dit Lady Estella en la regardant. « Ils sont méchants, vous savez, dans les salons. Vraiment méchants. Je les ai bien grondés. J'ai dit, elle ne peut pas être si simple, ou le cher Brookhaven n'aurait jamais. Mais voilà que je m'emballe. Vous me pardonnerez. Nous allons être de grandes amies, vous et moi. J'y insiste. Je connais Marcus depuis que nous sommes enfants. Vous voyez, je connais toutes ses humeurs. Je pourrais vous dire des choses sur lui qui vous éviteront bien des ennuis. Quand il devient silencieux, par exemple. Quand il s'enferme dans la bibliothèque et ne veut pas en sortir pendant des jours. Vous apprendrez. Il faut des années pour apprendre un homme comme Marcus. J'ai eu des années. Elle sourit, charmante et impitoyable. Vous avez eu 11 jours. Evelyn versa le thé. Elle avait déjà rencontré Lady Estella sous 100 formes, dans chaque pièce misérable où elle avait vécu. La cousine qui lui rappelait que la robe était une seconde main. La voisine si gentille avec la famille déchue. Elle connaissait l'arme exactement, parce que l'arme était toujours la même. Voici une chose que j'ai et que vous n'avez pas. Je vous l'attends comme un cadeau pour que vous ne puissiez pas me l'arracher de la main. Vous avez tout à fait raison, milady, dit Evelyn, en lui tendant la tasse. Vous avez eu vos années, et j'ai eu 11 jours. Je ne pourrai pas la prendre en 11 jours. Je n'ai pas l'intention d'essayer. J'ai l'intention de prendre les années une par une, comme on prend toute chose qui en vaut la peine. Un jardin ne s'apprend pas non plus en 11 jours. J'ai découvert que peu importe combien de temps une autre personne a entretenu le sol avant vous. Ce qui compte, c'est de savoir quelles mains sont dans la terre maintenant. Le sourire de Lady Estella ne bougea pas, mais quelque chose derrière lui bougea. Un petit calcul froid. Et Evelyn vit qu'elle avait été entendue, et qu'elle s'était fait, en cette charmante femme en fourrure, une ennemie pour la saison. Comme c'est charmant, dit Lady Estella. Vous parlez de lui comme d'un jardin. Je parle de tout comme d'un jardin, dit Evelyn. C'est mon défaut. Encore du thé? Quand Lady Estella fut partie dans un tourbillon de parfums et de poisons gracieux, Lady Doratha émergea de la fenêtre où elle était assise, ignorée, pendant tout ce temps. Vous avez fait en sorte qu'elle vous déteste, observa la vieille femme. Elle me détestait avant de venir, milady. J'ai seulement refusé de prétendre que ce n'était pas le cas. Il y a une différence, bien que je vous accorde qu'elle est subtile. Lady Doratha la regarda vivement, puis elle rit. Un vrai rire, sec et ravi. Vous le citez, dit-elle. Vous êtes marié depuis 11 jours, et vous avez déjà attrapé le tour de sa parole. Oh, ça va être bien mieux que ce que je craignais. Venez, laissez le thé. Montrez-moi ce que vous avez fait de ces affreux parterres inondés. Je ne suis pas descendu dans ce jardin depuis 6 ans. Je ne pouvais pas le supporter. Je pense que je pourrais peut-être le supporter maintenant. Les semaines se réchauffèrent, alors que le printemps se souvint enfin de son rôle, et le jardin commença à répondre. Le poirier, nettoyé, attaché et pardonné, produisit un nuage de fleurs blanches contre la brique chaude. C'étaient les premières fleurs que ce mur voyait depuis la mort de l'ancienne duchesse. Les parterres drainés s'adoucirent. La chaux fit son lent travail, et le sol noir et acide, retourné encore et encore, commença à sentir la terre au lieu du chagrin. Evelyn fit enfin venir un homme, un vieux jardinier nommé Wicket, de la campagne. C'était une personne silencieuse et noueuse, qui parlait aux plantes et non aux gens. Ils se comprirent dès la première heure. Entre eux, pelleté par pelleté, le jardin clos commença à reprendre vie. Et un soir gris, à la fin d'avril, seul dans le jardin, la bourse de sa mère à la main, Evelyn défit enfin le cuir gris souple et secoua les graines dans sa paume. Elle les avait transportées à travers 6 pièces misérables. Elle leur avait dit « un jour ». Le jour était venu. Elle s'agenouilla près du mur chaud du sud, dans le parterre adouci qu'elle avait fait de ses propres mains empoulées. Elle planta le jardin de sa mère morte, tortillon de papier par tortillon de papier. Pidet d'alouette, giroflée, julienne des dames, digital, oncolie, giroflée des murailles pour le mur. Elle pressa chaque graine dans une terre qui, cette fois, la garderait. Elle pleurait à la fin. Elle n'en avait pas l'intention. C'était l'endroit le plus sûr au monde pour pleurer, seule au crépuscule, avec de la terre sur les mains. Elle ne l'entendit pas descendre. Elle ne prit conscience de sa présence que lorsqu'elle se leva et se retourna. Le duc de Brookhaven se tenait sur l'allée de gravier un peu plus loin, sans chapeau dans le crépuscule bleu, la regardant de ses yeux ambrés.
Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là. « Je ne voulais pas vous espionner, dit-il. Je vous ai vu vous agenouiller. Je pensais, je ne pouvais pas dire de la fenêtre si quelque chose n'allait pas. Alors je suis descendu. » Il regarda le parterre fraîchement planté, les petits tortillons de papier vide encore dans sa main. « Ce sont les graines de ma mère, » dit Evelyn. Sa voix n'était pas stable et elle n'essaya pas de la rendre stable, parce que c'était lui. Elle les a ramassées dans un jardin que nous avons perdu quand j'étais une fille. Je les ai portées pendant 11 ans et ne les ai jamais plantées, parce qu'on ne plante pas un jardin dans une maison que l'on perdra avant l'hiver. Je viens de le réaliser en m'agenouillant là. J'ai réalisé que je ne perdrai pas celui-ci. C'est tout. Ça m'a un peu bouleversé. Je suis désolé. Le duc de Brookhaven traversa le gravier, se tint à côté d'elle et regarda le petit parterre sombre où le jardin d'une femme morte dormait nouvellement dans la terre. « Non, dit-il, vous ne perdrez pas celui-ci. » Il resta silencieux un moment. C'était le jardin de ma mère. Je n'ai pas pu y entrer depuis 6 ans. J'ai dit à la maison qu'il devait être laissé à l'abandon. Je me suis dit que c'était par respect. Ce n'était pas du respect. C'était que je ne pouvais pas supporter de le voir mort et que je ne pouvais pas supporter de le réparer. Parce que le réparer signifiait qu'elle était vraiment partie et que le monde avait continué vers le printemps sans elle. Alors je l'ai laissé pourrir par, je n'ai pas le mot, par un chagrin que je ne voulais pas abandonner. Evelyn ne dit rien. Elle avait appris, en réparant les choses mortes, qu'on se taire et laisser le sol faire son propre travail lent. Et maintenant, dit-il, il y a une femme agenouillée dedans, plantant les graines de sa propre mère morte. Faisant de la tombe de ma mère une pépinière. Je ne sais pas comment appeler ça non plus. Mais je découvre que je peux me tenir dans ce jardin ce soir pour la première fois en 6 ans, et cela ne me serre pas la gorge. C'est vous qui avez fait ça, pas les locataires, pas la clause. Ça, une chose que mon argent ne pourrait pas acheter. Fait de vos mains, à partir d'une terre acide. Il se tourna vers elle dans l'obscurité. Je vous ai dit que j'étais un homme froid, et que je ne savais pas comment créer un foyer chaleureux. Je ne le sais toujours pas. Mais je commence à penser que j'ai épousé une femme qui le sait, et qui en a discrètement créé un dans mon jardin pendant que je regardais d'une fenêtre comme un lâche, en appelant ça être occupé. Rentrez du crépuscule, duchesse. Vous allez prendre froid. Et je découvre que je n'aime pas l'idée que vous preniez froid. C'est nouveau. Je ne suis pas certain de savoir quoi en faire, mais c'est vrai. Et je vous ai promis toujours la vérité. Il lui offrit son bras. Elle le prit de sa main sombre de terre et ne songea pas à avoir honte de la terre, parce qu'il ne l'avait jamais regardée autrement que comme étant la sienne. Ils montèrent ensemble dans la maison à travers le crépuscule bleu. Et derrière eux, dans l'obscurité chaude contre la vieille brique, un jardin mort gisait, planté et pardonné, attendant seulement que la lumière vienne l'appeler. Si l'histoire était bienveillante, elle se serait terminée là, dans le crépuscule, avec le jardin planté et l'homme froid commençant à se réchauffer. Mais le monde avait encore un tour à jouer. Et il tourna, comme le monde le fait si souvent, sur l'argent, qui avait commencé toute l'affaire. Ce fut Lady Estella qui le fit tourner. Elle n'était pas partie. Elle était devenue silencieuse, ce qui, chez une femme comme Lady Estella, n'est pas la même chose. Pendant les longues semaines du printemps qui se réchauffaient, elle s'était assise dans les salons. Elle avait écouté, rassemblé et attendu, comme une créature intelligente attend. Qu'elle avait appris 2 choses qui valaient la peine d'être sues. La première était la clause. Elle en avait toujours connu la forme. La moitié de Londres la connaissait. Mais maintenant, elle en connaissait les dents. La date exacte. Le cousin qui prendrait tout si le duc était d'une manière ou d'une autre jugé l'avoir manqué. La deuxième chose qu'elle apprit était plus récente. Elle paya un laquais renvoyé pour cela. C'était ceci. George Radthorpe, le père débiteur, maintenant en sécurité dans son cottage de campagne, avait une dette de plus. Le duc ne l'avait pas pardonné, parce que le duc n'en avait jamais eu connaissance. Une vieille reconnaissance de dette, petite, 300 livres, faite une mauvaise année à un prêteur sur gage de la ville. Oublié de tous, sauf de l'homme qui la détenait. Et cet homme, contre une compensation, aimerait beaucoup être payé. Lady Estella acheta la reconnaissance de dette. Elle ne voulait pas 300 livres. Elle voulait le mariage annulé. Ou sinon annulé, alors empoisonné, pour que le monde entier puisse voir que la fille simple et intrigante avait apporté une nouvelle ruine dans la maison en moins d'une saison, exactement comme tout le monde l'avait promis. Et elle vit un moyen de faire en sorte que la reconnaissance de dette le fasse.
Elle vint à la maison Brookhaven un matin radieux de mai et demanda très gentiment à voir la duchesse seule. Evelyn la reçut dans le salon vert. Elle avait de la terre sur elle, comme c'était presque toujours le cas maintenant, et elle ne prit pas la peine de le cacher. « Je suis venue en amie, dit Lady Estella, et posa un papier plié sur la table entre elles. Je veux que vous compreniez cela. Lisez-le. » Evelyn le lut. C'était la vieille reconnaissance de dette. La main de son père en bas, 300 livres, et des intérêts accumulés sur des années pour atteindre près de 500. Elle sentit le vieux froid s'ouvrir sous elle, la trappe sur laquelle elle avait vécu toute sa vie, qui ne disparaît jamais tout à fait, peu importe à quelle hauteur vous montez. « Où avez-vous eu ça ?» dit-elle. « Est-ce que ça a de l'importance ? Je l'ai. Je l'ai payé par pure amitié pour vous épargner une scène. Votre père est toujours un débiteur. Vous voyez, vous avez dit à tout Londres que le duc vous avait libéré. Mais voici une dette qu'il n'a jamais mentionnée. Cachée. Exactement le genre de choses qu'une famille intrigante cache. Maintenant, Lady Estella croisa ses belles mains. Je n'ai aucun désir d'être cruel. Je vous donnerai cette reconnaissance de dette et la brûlerai sous vos yeux. Et personne n'aura jamais besoin de le savoir, à une petite condition. Vous irez voir Marcus. Vous lui direz que vous découvrez que vous ne pouvez pas l'aimer. Vous vous êtes mariés uniquement pour l'argent et le rang. Vous êtes désolé, mais votre cœur n'y est pas. Vous souhaitez être discrètement séparés. C'est un homme fier. Il vous laissera partir sans combattre, plutôt que de supplier. Vous gardez votre règlement, plus que vous n'en avez jamais rêvé, plus que ce à quoi une fille de débiteur a droit. Vous partez libre et riche. La reconnaissance de dette brûle. Votre père est en sécurité, et personne n'est blessé. Refusez, et j'emmène cette reconnaissance de dette dans tous les salons de Londres. Je leur dis la vérité. En une saison, la fille Radthorpe a apporté une deuxième dette cachée dans la maison de Brookhaven. Je vous ruine. Je le ruine à travers vous, et je le fais en souriant. Ce sont les termes. Ils sont généreux. Je les accepterais si j'étais une fille simple d'une rue de Chandelier qui avait grimpé aussi haut qu'elle le pourrait jamais. Evelyn resta très immobile et regarda la reconnaissance de dette sur la table. Elle pensa à la trappe. Elle pensa aux 6 pièces misérables. Elle pensa à son père dans son bon fauteuil à la campagne. La peur enfin disparut de ses jours. Et avec quelle facilité cette femme pouvait la ramener. Elle pensa aux graines qu'elle avait portées pendant 11 ans et plantées enfin dans une terre qu'on lui avait promis qu'elle ne perdrait pas. Et elle pensa à un homme froid. Il avait refermé sa main sur sa main tremblante. Il lui avait donné des gants sans un mot. Il s'était tenu dans le jardin mort de sa mère et lui avait dit la vérité exacte, parce qu'il lui avait promis toujours la vérité. Elle se leva. « Vous avez fait une erreur, milady, » dit Evelyn, et sa voix était très calme et très égale. La même erreur qu'ils font tous. Vous m'avez regardé et avez vu la fille simple de la rue des Chandeliers, qu'on peut avoir pour pas cher, et qui sera reconnaissante. Vous m'avez offert de l'argent pour fuir, parce que vous ne pouvez pas imaginer une femme comme moi choisissant autre chose que l'argent. Mais on m'a déjà offert de l'argent pour me sauver. Mon mari me l'a offert le premier jour. 4000 livres et une couronne à une femme qu'il ne connaissait pas. Et savez-vous ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que je ne l'accepterai pas pour l'argent. Je lui ai dit que je l'accepterai pour le jardin. Vous ne comprenez pas ça, et vous ne le comprendrez jamais. Et c'est pourquoi vous avez perdu. Même si vous tenez la reconnaissance de dette et que je ne tiens rien d'autre que de la terre. Vous serez ruiné, dit Lady Estella, et pour la première fois, sa belle voix n'était pas stable. Comprenez-vous? Je le dirai à tout le monde. Dites-le leur, dit Evelyn. Dites-le leur aujourd'hui. Dites-leur que mon père est un imbécile qui a accumulé des dettes parce qu'il l'est. Et je ne l'ai jamais nié une seule fois. Ni au duc, ni à vous, ni à personne. Vous ne pouvez pas ruiner une personne avec une vérité qu'elle a déjà dite. C'est la faille dans tout votre plan, milady. La honte n'a de prise que sur les gens qui se cachent. J'ai arrêté de me cacher il y a longtemps. J'ai marché jusqu'à cette maison sous la pluie. La dette de mon père dans mon gant. Je l'ai dite à voix haute à un duc. Il m'a épousé quand même. Pas malgré cela. À cause de ce qu'il a vu chez une femme qui le dirait à voix haute. Alors gardez votre reconnaissance de dette. Emmenez-la dans tous les salons que vous voulez. Et quand vous aurez fini, vous serez toujours une femme qui a acheté la honte d'un vieil homme pour 300 livres afin de briser un mariage dont vous ne faisiez pas partie. Et je serai toujours la femme qui plante des jardins. Je sais laquelle de nous deux je préférerais être. Le salon vert était très silencieux.
Lady Estella Cardew se leva. Elle ramassa sa reconnaissance de dette d'une main qui n'était pas tout à fait stable. Pendant un seul instant, le beau visage n'était plus beau du tout. Il était seulement effrayé et jeune, laissé en haut d'une colline avec ses fleurs commandées et nulle part où les envoyer. Evelyn savait exactement ce que c'était que d'être laissée pour compte. Elle ne ressentit aucun triomphe, seulement une sorte de pitié fatiguée. « Il aurait dû être à moi », dit Lady Estella très bas. « Tout le monde le disait. Toute ma vie, tout le monde l'a dit. »« Je sais », dit doucement Evelyn. « C'est la chose la plus cruelle qu'ils nous fassent, n'est-ce pas? Ils nous disent la forme que prendra notre vie jusqu'à ce que nous oublions que nous n'avons jamais eu le droit d'en vouloir une autre. Je suis désolé, milady. Je le suis. Mais il n'était pas à vous. Il n'était à personne. C'était un homme dans un jardin mort qui attendait d'être pardonné. Et ce ne sont pas vos mains qui sont venues. » Lady Estella sortit sans un autre mot. Elle n'emmena pas la reconnaissance de dette dans les salons. Peut-être découvrit-elle qu'elle ne le pouvait pas après tout. Ou peut-être que quelque chose dans le salon vert avait atteint la jeune femme effrayée sous les fourrures. Dans le mois, elle accepta la main d'un baronnet simple et gentil du Kent. Il l'aimait sincèrement et pensait qu'elle était la chose la plus chanceuse qui lui soit jamais arrivée. Elle partit à la campagne. Si elle ne fut pas heureuse au début, elle le fut avec le temps. C'est plus que ce que l'histoire lui devait, et plus que ce qu'elle avait eu l'intention de donner à Evelyn. C'est la manière d'un sol pardonné de faire pousser des choses que personne n'a plantées. Mais c'était plus tard. Ce matin radieux de mai, quand Lady Estella fut partie, Evelyn se tint seule dans le salon vert et commença enfin à trembler. Elle avait été courageuse pendant tout ce temps. La bravoure, avait-elle appris, est une chose que l'on dépense. Et quand le danger passe, la facture arrive. Elle tremblait encore quand la porte s'ouvrit, et le duc de Brookhaven entra rapidement, son visage impassible n'étant plus impassible du tout. « Dorata m'a dit que Lady Estella était ici, et que vous étiez seul avec elle, » dit-il. « Qu'est-ce qu'elle... » Il s'arrêta. Il vit le tremblement. Il traversa la pièce en 3 enjambées, prit les mains d'Evelyn marquées par la terre dans les siennes, et referma ses mains sur elle exactement comme il l'avait fait à l'hôtel pour les apaiser. « Dites-moi, » dit-il, « quoi que ce soit. Vous ne m'avez rien promis, mais je découvre que je vous le demande. Dites-moi. » Alors elle lui raconta tout. La vieille reconnaissance de dette, les 300 livres que son père avait cachés, l'offre d'acheter sa liberté, la menace de les ruiner tous les deux. Elle lui raconta clairement, parce qu'elle n'avait plus rien à dépenser que la vérité. Et elle regarda son visage devenir très froid et très dangereux pendant qu'elle parlait. Et elle comprit que le froid n'était pas pour elle. « Elle vous a offert de l'argent pour me quitter, » dit-il doucement quand elle eut fini. « Et vous avez refusé. »« Oui. Pourquoi ?» Ses yeux ambrés étaient sur les siens. Et il y avait quelque chose de nu en eux maintenant, la garde complètement baissée. Vous auriez été riche, libre et en sécurité. La dernière dette de votre père brûlée. C'était tout ce que vous vouliez en entrant dans cette maison. Et plus encore. Pourquoi avez-vous refusé? Evelyn le regarda. Elle aurait pu dire quelque chose de petit. Elle était fatiguée et secouée, et il aurait été facile de dire quelque chose de petit et de sûr. Mais il ne lui avait donné, depuis le premier matin gris, rien que la vérité. Et elle découvrit qu'elle ne pouvait pas faire moins. « Parce que je ne vous ai pas épousé pour l'argent, dit-elle. Je vous l'ai dit le premier jour, et vous ne m'avez pas cru. Pas vraiment. Vous pensiez que c'était une chose courageuse qu'une fille pauvre dit pour garder sa fierté. Mais c'était vrai alors, et c'est encore plus vrai maintenant. Je vous ai épousé pour le jardin. Et puis, pendant que je réparais votre jardin, sans aucune intention, j'ai commencé à réparer l'homme qui le possédait. Et quelque part au cours de ces semaines, les deux choses ont cessé d'être séparées. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Je ne vous quitterai pas pour 300 livres. Je ne vous quitterai pas pour 4 000 ou 40 000. Parce que vous êtes la seule chose dans toute ma vie que j'ai choisie, et qui m'a choisi en retour. Pas parce que j'étais commode, mais parce que vous avez vu le jardin. Et une personne ne vend pas la seule chose qui est vraiment à elle. Pour aucun argent. À personne, jamais. Le duc de Brookhaven se tenait, tenant ses mains tremblantes dans les siennes, immobile, dans la pièce verte et lumineuse. Le dernier vestige du froid des 6 dernières années quitta son visage d'un seul coup. C'était comme le givre sur un mur quand le soleil l'atteint enfin. « J'avais toute une vie de prévu, dit-il à voix basse, d'un mariage de convenance, une femme à la table du petit déjeuner, un devoir accompli, un domaine sauvé, une clause satisfaite, 2 personnes poliment séparées sous un même grand toit. J'y étais résigné,
Je pensais que c'était le plus qu'un homme comme moi pouvait espérer. Et à la place, une femme est entrée, venue de la pluie, et n'a pas voulu être achetée. Elle a réparé mon jardin mort. Elle m'a réparé. Elle vient de refuser une fortune pour rester à mes côtés. Et je découvre, sa voix n'était pas tout à fait stable, la voix froide et égale, et elle chérit la fissure qu'elle contenait. Je découvre que je suis tombé amoureux de ma propre femme. Ça ne faisait pas partie de l'arrangement. Je n'ai aucune idée de comment le faire correctement. Je ne l'annulerai pour rien au monde. Voilà, je l'ai dit. Je vous ai promis toujours la vérité. C'est la chose la plus vraie que je possède. Evelyn Radthorpe, duchesse de Brookhaven, leva les yeux vers son mari et cessa de trembler. « Alors nous devrons la prendre ensemble, dit-elle, comme le jardin, une saison à la fois. » Et il leva sa main sombre de terre. Le tremblement en avait disparu maintenant. Il pressa sa bouche sur le dos de celle-ci, gravement, de la manière dont on apprivoise une chose effrayée, pour qu'elle fasse à nouveau confiance au mur derrière elle. C'était, ils le comprirent tous les deux, seulement le début de la réparation. Et c'est la seule sorte de fin qui vaille la peine d'être vécue. Le jardin poussa cet été-là dans une gloire que la maison n'avait pas vue en 6 ans. Le pied d'alouette s'éleva, bleu, contre la brique chaude où une femme morte avait recueilli ses graines une vie auparavant. La giroflée embauma toute la place le soir, si bien que les gens ralentissaient en passant devant le mur de la maison Brookhaven sans savoir pourquoi. Le poirier, pardonné, attaché et nourri, donna des fruits pour la première fois depuis la mort de l'ancienne duchesse. Dans la serre réparée, son fer gratté et peint, ses nouvelles vitres, de petites choses vertes et lumineuses, se tenaient en rang ordonné. Elles tendaient vers la lumière. Le duc descendait dans le jardin chaque soir maintenant. Il avait appris à tailler maladroitement, et Evelyn le laissait faire. Et le vieux Wicket subissait l'aide de son duc, avec un silence qui était sa propre forme de tendresse. Lady Dorotha prit son thé dans le jardin tout au long de cet été, en gris colombe, à l'ombre du poirier. Elle dit plus d'une fois qu'elle ne s'attendait pas à vivre pour voir ça. Elle n'avait jamais de sa vie été aussi heureuse d'avoir tort. George Radthorpe monta de la campagne en juillet. De nouveau en bonne santé, la peur ayant depuis longtemps disparu de son doux visage. Sa fille le promena dans le jardin qu'elle avait créé. Elle lui montra les fleurs de sa mère, devenues grandes dans une terre qui les garderait. Le vieil homme pleura une fois de plus, mais c'était la dernière sorte de larmes, celle qui arrose les choses. Les mauvaises langues, qui avaient prédit sa ruine en moins d'1 an, durent ravaler leurs paroles. La duchesse de Brookhaven ne donnait pas de grands bals. Elle ne jouait pas. Elle ne faisait aucune des choses à la mode qu'une duchesse était censée faire. Elle faisait pousser des choses. Le bruit courut, comme les bruits courts, que sa serre produisait les plus belles fraises précoces de Londres. On disait qu'elle en envoyait des paniers, sans qu'on le lui demande, aux maisons où il y avait des malades, sans carte et sans attente de remerciements. Les mêmes salons qui l'avaient traitée de personne intrigante commencèrent à contre-cœur à la qualifier d'originale. Il est plus facile de se moquer d'une femme qui grimpe que d'une femme qui s'agenouille dans la terre. Elle ne leur donna rien à railler, sauf de la terre. Lady Estella, depuis son mariage tranquille dans le Kent, envoya une seule lettre cet automne-là. Elle était courte. Elle disait seulement qu'elle avait planté une bordure de giroflées le long du mur sud de son nouveau mari, qu'elles avaient bien poussé, et qu'elle pensait parfois au salon vert, et espérait que la duchesse était heureuse. Evelyn répondit qu'elle l'était. Elle écrivit que les giroflées poussaient mieux quand on ne s'en occupait pas trop, et qu'elle était heureuse de la bordure. Ce n'était pas de l'amitié, mais ce n'était pas non plus l'autre chose. C'étaient 2 femmes qui avaient voulu le même mur et qui avaient appris, chacune dans son propre pays, qu'il y a plus d'un mur au monde. Quant au duc, Londres le connaissait à peine. Il venait de moins en moins à ses soirées. Il ne souriait à aucune de ses hôtesses. Il était, de l'avis de tous, exactement aussi froid qu'il l'avait toujours été. Seule la maisonnée connaissait la vérité, et la maisonnée la gardait, comme une bonne maisonnée garde tout. Il savait que sa grâce se levait tôt maintenant. Il savait qu'il prenait son café, debout à la fenêtre de la bibliothèque, regardant une petite silhouette en tablier retourner les parterres en bas. Les volets de la façade est avaient été fermés depuis la mort de l'ancienne duchesse. Un matin de juin, ils furent ouverts en grand et ne furent plus jamais refermés, si bien que le soleil entra dans les pièces froides et les trouva enfin chaudes. Ils n'eurent pas une vie grandiose. Ce n'était jamais ce pourquoi l'un ou l'autre était fait. Ils avaient un jardin clos et une maison réparée.
Et de très nombreuses soirées tranquilles à une table de petit déjeuner qui avait autrefois ressemblé à un couvercle, se refermant, et qui ressemblait maintenant à un endroit où deux personnes choisissaient chaque matin de s'asseoir. La clause était satisfaite. Oakhold était en sécurité. 400 locataires gardèrent leur toit. Ils ne surent jamais qu'ils le devaient à une fille simple et mouillée, qui avait marché jusqu'à une grande porte sous la pluie, pour dire un mot que sa famille devait. Avec le temps, il y eut des enfants dans le jardin clos, mais pas encore. Et ça, c'est une autre histoire. Celle-ci est presque terminée. Elle avait été envoyée une fois pour s'excuser d'une dette qu'elle n'avait pas contractée. Elle avait marché jusqu'à une maison froide sous la pluie, n'attendant rien d'autre que la pitié si elle avait de la chance, et la honte si elle n'en avait pas. Et elle avait trouvé dans le jardin, mort derrière la porte pâle, la seule chose que personne n'avait jamais offerte à la fille simple qu'on envoyait toujours et qu'on ne choisissait jamais. Un homme qui regardait son visage et non son ourlet. Un homme qui vit la chose vraie en elle, la choisit et fut choisi en retour. Elle était partie pour sauver son père et avait fini par sauver un jardin, une maison, un mariage, et le cœur gelé d'un homme froid. Et en les sauvant, elle avait été enfin elle-même sauvée. La dette qui avait tout commencé fut pardonnée et oubliée. Ce qui poussa à sa place valait plus que n'importe quelle somme, jamais écrite, sur n'importe quelle reconnaissance de dette. Et cela grandit, et continua de grandir, dans une terre que personne ne lui reprendrait jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez, et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.